Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer François Normandin. François Normandin, c'est qui? C'est un enseignant à l'UQAM et aussi un monteur de profession. On a pu parler du monde du montage, c'est quoi les défis que ça peut apporter. Et aussi, je lui présente Hockey ou rien, la série documentaire. Donc, on va voir si oui ou non François Normandin va accepter le concept. Et on va voir si aussi il y a des conseils à me donner par rapport à ça. Je sais que ça a été des conseils constructifs. J'ai bien hâte de l'entendre. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Pour de la cybersécurité, le podcast est une présentation de Evo Solutions Conseil. Pour le deuxième podcast, aujourd'hui, on est avec François Normandin. François Normandin, comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Puis je suis vraiment choyé de t'avoir parce que je sais que tu étais mon prof à l'UQAM. Puis là, en ce moment, tu es dans mon podcast Bonne Écoute avec le concept que je te pitch, on peut dire, un projet et toi, tu devras dire oui ou non à la fin du podcast si le concept pourrait marcher au Québec. Mais avant toute chose, François Normandin, moi, je t'ai connu comme professeur à l'UQAM ou même enseignant plus particulièrement. Comment tu as fait pour devenir enseignant? C'est-tu ta vocation ou c'est quoi? Bien, l'enseignement, c'est pas une vocation, mais je te dirais que l'enseignement, c'est quelque chose qui va de pair avec le montage. Bien, mais avant d'embarquer là-dedans, James, félicitations pour ton beau podcast. Je trouve que c'est une belle initiative. Ah, merci beaucoup. En tant que ton prof, là, ton vieux prof, là, je suis fier de... Je suis très content que tu m'aies appelé. Puis, je suis aussi très content de voir que tu prends des grandes initiatives pour faire ta place dans cette industrie. Puis c'est tellement dur. Ça, je pense que tu as bien compris la leçon. Non, mais c'est ça, mais on dirait qu'avec l'UQAM ou avec plein d'organisations telles quelles, c'est qu'on donne le papier, on donne le petit dire « Hey, bravo, maintenant, comment tu vas t'y prendre? » Parce qu'on donne tous tes outils. Je sais que dans After Effects, quand tu me le montrais, j'essayais de dépasser un peu plus les limites, mais c'était quand même pas compliqué, mais on dirait que j'avais pas encore la résonance de genre, OK, mais si j'aime ça After Effects, est-ce qu'il faudra que moi-même je porte à mon compte? Est-ce que je me rallie à une boîte de production? Donc, je savais pas trop où jongler par rapport à ça. Puis, je trouve que toi, comment tu me le montrais, tu étais toujours comme, hey, c'est correct, c'est pas grave. Si jamais t'es pas bon dans quelque chose, tu sais, force-toi, va plus loin de qu'est-ce que moi je t'apprends. Puis c'est ça que j'aimais. Tu étais comme genre, hey, va plus loin que de qu'est-ce que j'apprends. Puis si je t'apprends quelque chose, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit d'être informé, puis ça reste pas au niveau du cours. Parce qu'on dirait que le niveau du cours que tu m'as appris, c'est tu arrives avec le cours, il dure 3 heures, 5 heures, mais après ça, le vrai cours commence quand tu vas faire tes recherches, quand tu vas apprendre quelque chose pour que tu t'en souviennes ou même pour le pratiquer. Parce que je trouve que pour le bac en télé, c'est très facile de perdre cette essence-là de tout va vite, tout est. En plus, c'est du travail d'équipe. Puis toi, comment tu as fait pour, on peut dire, partir ça de ton côté montage, ton côté même méthodique de la chose, du montage ou même de l'univers de la télévision? Qu'est-ce qui t'a inspiré par rapport à ça? Ben écoute, je te dirais que toi, quand tu étais étudiant, tu montrais une grande autonomie puis une curiosité envers les éléments techniques, les logiciels, tout ça, puis tu avais déjà fait des formations plus techniques à ce niveau-là. Moi, 20 ans avant toi, j'étais un peu aussi au bac celui qui était capable de se retrouver dans les ordinateurs, qui était évidemment un peu loin de ce qu'on voit aujourd'hui, mais un petit peu plus compliqué, puis c'était plus gros, puis c'était plus de fils, puis il y avait comme... tu sais, moi, j'étais celui qui descendait en dessous des tables puis qui savait comment rebrancher les patentes. Fait que moi, j'avais fait aussi, un peu comme toi, j'avais fait une attestation d'études collégiales en infographie, Nice. parce que j'avais étudié, moi, en sciences humaines au cégep. Puis je me cherchais un petit peu, puis j'étais toujours intéressé par la photo, puis tout ça. Puis fait que j'avais fait une infographie à l'époque, tu sais, il nous disait, faire des sites Internet, puis savoir comment faire de l'infographie, c'était comme une voie pour être sûr d'avoir du travail. Finalement, pas tant. Mais ça a été une expérience, en fait, que j'ai amenée après ça, là, tu sais, au bac en télé. Puis ça a fait en sorte que, c'est ça, fait que j'étais celui qui branchait les fils. Puis du coup, ben moi, j'ai eu des enfants jeunes, en fait. Hein, tu sais, moi, j'ai eu ma première fille alors que j'étais encore au bac. J'ai fait mon film final de bac. Tu nous avais montré le film par rapport à ça, c'était vraiment très beau. Là. C'est ça. Vraiment, là, wow. Ben merci. Mais en fait, c'est aussi ça. Tu sais, moi, j'étais très intéressé par... moi, mon rêve à l'université, c'était j'apprenais l'arabe, j'apprenais les langues étrangères, je voulais être reporter international, je voulais être journaliste. Tu sais, je voulais voir le monde puis amener ma caméra un peu partout. Puis qu'après ça, quand je suis devenu papa, alors que j'étais encore au bac, c'est comme si... Puis c'était pas
c'est comme si j'ai voulu réaxer ça, puis je me suis comme intéressé à d'autres aspects, puis j'ai trouvé l'intérêt un peu de recentrer, de tourner ma caméra vers moi, puis d'être beaucoup plus dans l'intime. C'est comme si ma perspective à travers ça a beaucoup changé. Puis le montage, ça allait un peu... ça permettait aussi d'avoir une carrière où j'étais moins appelé à être toujours à l'extérieur de la maison. Donc, j'espérais que le montage, ça me donne plus de stabilité, alors qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'en avais besoin. Puis je te dirais que globalement, ça m'en a donné. Même si finalement, après ça, je me suis retrouvé dans des projets d'affaires qui ont fini par prendre tout mon temps puis qui m'ont, comme n'importe quel autre job, amené loin de la maison plus que j'aurais voulu comme jeune parent. Mais le montage, oui, ça avait cet avantage-là d'avoir des horaires un peu plus stables. Puis je me rendais compte aussi quand j'étais aux études que j'étais pas nécessairement la meilleure personne pour gérer le stress du plateau. OK. Moi, j'ai trouvé ça dur, mettons, de réaliser. Tu sais, les fois où je me suis retrouvé comme en tant que chef d'équipe ou à devoir, dans l'instant, exercer de l'autorité, diriger, prendre des décisions, tout ça, je trouvais que c'était quelque chose... J'y arrivais, mais j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de stressant. Tandis que le montage, c'est vraiment un lieu où est-ce qu'on prend des décisions éclairées, mais après une vraie réflexion. T'sais. Fait qu'on peut vraiment comme peser le pour et le contre, puis arriver à quelque chose, puis avancer. T'sais. Tandis qu'en tournage, des fois, comme tu prends une décision X, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puis là, tu es comme obligé de l'assumer pour le reste, puis tu te mets à réfléchir. « il y a 1 heure, j'aurais dû faire telle autre affaire. » Tout ça. Fait que ça, cette réalité-là, moi, je trouvais ça stressant. Ça me correspondait moins à ma personnalité, je pense. Puis, mais on voyait déjà que tu avais, pour qu'est-ce que tu me dis, on voyait que tu avais déjà la petite fibre artistique, de vouloir découvrir, de vouloir comprendre au niveau au niveau de la photographie, mais même du montage. Puis, avec ce genre de fibre-là, toi, comment tu t'es dit, j'aimerais ça faire ça une carrière, c'est ça que je veux faire, puis c'est qu'est-ce qui t'a donné, on me dirait, la puce à l'oreille? Est-ce qu'il y a du monde qui t'a aidé par rapport à ça? Est-ce que tu as été entouré? Parce que, en fait, tu m'avais déjà parlé aussi que tu avais une compagnie de post-production, Rouge Cactus, c'est bien ça? Oui, moi, j'ai eu une compagnie de production pas longtemps après que je suis sorti de l'université. En fait, c'était pas tant une compagnie de production, mais on était un fournisseur de services de post-production. Donc, j'opérais des salles de montage. Ça, c'était un peu la suite logique de mon côté geek où j'étais capable d'aller en dessous de la table et brancher les choses. Mais le montage, c'est un peu la combinaison de deux choses. Il y a cette espèce de curiosité technique d'être capable de se retrouver dans un ordinateur. Puis ça, c'était une chose. Puis l'autre volet, c'est de vraiment rentrer dans on dirait d'ouvrir le capot du cinéma pour aller voir comment on raconte une histoire, puis surtout en documentaire. Moi, c'est vraiment, là, je pense, la découverte du documentaire à l'université qui m'a donné envie de monter. C'était comme si au lieu d'être reporter ailleurs dans le monde pour aller comme dire des choses, j'avais envie de dire des choses importantes. J'avais l'intuition qu'avec le montage, sans me déplacer, au moins, je pourrais être proche du contenu. Puis je pourrais récolter justement les comptes rendus de voyage de ceux qui auront eu le courage puis l'énergie de faire ça, puis de les aider à exprimer ça correctement. T'sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Puis je fais aussi un parallèle avec le rôle de parent, avec le rôle de père. Il y a quelque chose en montage de bien fun dans la relation de partage puis de proximité que tu développes avec quelqu'un qui a une idée. Fait que, tu sais, moi, j'ai pris goût à cette idée-là de pas nécessairement toujours être celui qui affirme, mais celui qui réussit à trouver les bons mots parmi le matériel, mais qui va... C'est valorisant d'aider quelque chose à germer, puis de le regarder, puis de l'entretenir, tout ça. Puis c'est l'aspect relationnel aussi avec le réalisateur que j'ai trouvé intéressant. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'ai eu aussi des professeurs à l'UQAM qui m'ont beaucoup marqué. Là. Moi, j'étais de l'époque où... moi, Louise Surprenant, que aujourd'hui, il y a même une salle à son nom, elle est décédée il y a quelques années, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué puis qui m'a donné le goût de faire ça. Fait que des rencontres intéressantes, ça correspondait à mes intérêts, puis c'était une belle combinaison entre la curiosité sur le contenu
puis la curiosité technique. Là, puis, par rapport à ça, c'est tellement bon que tu dis ça parce que moi aussi, qu'est-ce qui m'a accroché au montage, c'est du documentaire. Je me rappelle quand que tu nous montrais ça, que ce soit avec ton projet que tu as fait ou même avec les projets que tu nous montrais, j'étais comme, OK, il y a quelque chose à faire avec le documentaire. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un de fiction. Je m'y plais, mais je vois que c'est pas ma branche. Moi, j'aime ça parler, beaucoup même. Puis j'aime ça raconter. Puis je trouve qu'avec le documentaire, comme tu l'as bien dit, c'est qu'on peut raconter quelque chose, que ce soit à notre façon ou même à la façon d'une autre personne qui vient de l'externe. Puis par rapport au rôle qu'un réalisateur a, puis le monteur, est-ce qu'ils ont des rôles quand même assez connexes ou des fois, je sais que moi, par exemple, quand que je faisais le montage de fin d'année avec Montréal, tu sais, soit qu'il m'envoyait les clips, soit qu'il était à côté de moi pour me préciser qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette proximité-là en ce moment même, encore aujourd'hui, que peut-être qu'il n'y avait pas avant, ou même le contraire? Est-ce qu'il y avait une proximité avec le monteur et le réalisateur, ou même la réalisatrice, qu'aujourd'hui, on voit que il y a eu comme une divergence, ou c'est quand même assez connexe, les deux s'aident, ou non? Ben, cette relation-là, elle prend autant de formes différentes qu'il y a de collaborateurs différents là-dedans. Puis souvent, c'est des collaborations, même, je te dirais, qui s'établissent de longue date. Moi, je dis souvent aux étudiants, mais regardez autour de vous. Hein, les gens avec qui vous êtes maintenant, c'est les gens avec qui vous allez travailler plus tard. Fait que profitez-en, puis soyez fins avec le monde autour. Mais c'est particulièrement vrai pour les monteurs, dans le sens où ce qu'un réalisateur va rechercher souvent dans un monteur, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui va dont l'opinion a de la valeur et de l'intérêt pour le réalisateur. Ben oui, ça a un peu ben, ça peut en tout cas prendre la forme pas d'un mentorat, mais un réalisateur, quelqu'un qui arrive insécure ou qui revient d'un tournage où il s'est passé plein de choses, qui se pose des questions par rapport à son expérience, ben c'est le fun qu'il puisse se retrouver dans un endroit où est-ce que le monteur il a une expérience pertinente pour enrichir sa perspective. Que ce soit quelqu'un qui est un petit peu plus vieux, qui a un vécu particulier, tout ça. Fait que dans le fond, autant c'est important, moi, je trouve, pour un réalisateur d'avoir un point de vue pertinent par rapport à son sujet. Souvent... Les bons projets, ceux qui fonctionnent bien, c'est entre autres quand le réalisateur, c'est quelqu'un qui a une perspective comme bien particulière par rapport à son sujet, en documentaire en particulier, mais le monteur aussi, c'est important que il partage avec le réalisateur comme un point de vue, un vécu des fois. Fait que il y a des relations réalisateur-monteur que c'est intéressant de regarder comment cette relation-là s'installe, mais il y a aussi des créneaux de contenu. Comme un monteur va idéalement se spécialiser dans des choses qui l'intéressent. C'est le fun de monter du contenu qui oui, c'est ça. C'est 100%. Bon. Maintenant, il y a ce genre de montage-là où on fait des choses par passion, pour le plaisir, où il y a de la place pour aménager le contenu. Puis oui, c'est certain qu'il y a aussi toute une série de mandats qui sont plus techniques, où là, ce qu'on recherche, c'est comme une espèce de capacité technique à réagir rapidement, puis à mettre des choses en forme dans des concepts qui sont déjà comme clairement identifiés. Il y en a des contrats où est-ce que, et donc des relations avec des réalisateurs, où est-ce que c'est pas exigé d'un monteur qui participe activement à proposer des arrangements de contenu. Le but, c'est de mettre en forme quelque chose et de livrer ça. Il y a de la place pour ce contenu-là, mais pour moi, ça, c'est presque pas du montage. Okay. C'est comme c'est de la mise en forme. Fait que ça, ce montage-là de type technique, qui ressemble plus à de l'aiguillage ou de la correction, ben ça, j'en ai fait beaucoup en début de carrière, mais c'est quelque chose que je ne souhaiterais plus faire maintenant. C'est comme un peu, j'aime ça comment tu le dis, c'est le mentor, mais un peu plus le conseiller du réalisateur, comme il te dit, on peut dire, entre guillemets, avant qu'est-ce qui pourrait peut-être pas marcher. Fait que je me dis que la confiance que tu as envers lui ou envers elle, elle doit être aveugle, selon moi, là, sur des gros projets qui coûtent de l'argent ou même des petits projets pour te faire connaître. Bien, il n'y a rien d'aveugle dans tout ça, là, mais la confiance, elle se construit toujours sur quelque chose. Là, je veux dire, un réalisateur, il va choisir un monteur parce qu'il va avoir eu des bonnes conversations, parce que la chimie passe. Là, on se croise pas à l'aveugle. Là, c'est ça, parce qu'il faut techniquement que tu prennes, selon moi, le même monteur à chaque fois.
Pas nécessairement, mais je te dirais que il y a plusieurs réalisateurs qui vont, une fois que tu trouves quelqu'un avec qui tu as envie de travailler, mais une chose est sûre, c'est que souvent, tu veux répéter l'expérience parce que c'est long de justement développer cette confiance-là. Puis il y a une espèce de culture dans la salle, il y a un langage, tu connais ce que l'autre recherche, tu t'apprivoises, puis moi, en tout cas, des réalisateurs avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois puis que je retrouve, on retombe rapidement dans un vocabulaire, dans un langage où est-ce qu'on se comprend bien. Dans le fond, c'est beaucoup de la communication, là, nécessairement. Fait que tout va bien en tant que tel parce que c'est fluide, tu sais qu'est-ce qu'il veut, puis t'as pas besoin de vraiment te justifier, puis il te fait confiance. Fait qu'il pourrait partir, admettons, je sais pas, 1 heure ou 2 heures, il revient voir le travail, puis tu livres la marchandise. Oui, mais de toute façon, tu dis partir 1 heure ou 2 heures. La réalité maintenant, c'est que les réalisateurs, ils sont là sur demande. Je veux dire, ils sont pas là en permanence. Là. Quand c'est des montages courts, puis que justement, je te dirais, plus le mandat de montage, c'est quelque chose de technique, puis où est-ce que c'est juste de formater. Souvent, les réalisateurs, ils vont être là dès le début, parce que dans le fond, tout ce qui reste à faire, c'est d'aménager des choses, puis ici, déjà, la solution, en fait, il te dit quoi faire. Bon, mais ça c'est le fun, il est là, puis bon, mais tu te poses pas la question de midi à 14 heures, mais l'intérêt du montage, où est-ce que le monteur est alors appelé à prendre possession du matériel puis à proposer une vision de la chose, bien là, ça se passe plus nécessairement en présence du réalisateur. Là. Le monteur a besoin d'un moment pour s'approprier le matériel tout seul. Puis, c'est un peu un back and forth. Là. Avant, les réalisateurs étaient plus là. Aujourd'hui, tout le monde travaille un peu chacun chez eux. Donc, forcé d'admettre que maintenant, on se voit par Zoom, on se voit des fois, on fait le point, mais comme les monteurs, on se retrouve à travailler, je te dirais, un bon 75% du temps seul avec le matériel. Mais au final, est-ce que ça revient au fait que les monteurs et les monteuses ont une idée quand même assez créative de la chose? On pourrait-tu peut-être les appeler les deuxièmes réalisateurs ou même les réalisateurs dans l'ombre? Parce que vous faites pareil, 75%, vous proposez quelque chose et le réalisateur ou la réalisatrice fait juste dire oui ou non. Mais c'est vous, au final, qui voyez on peut dire le fruit de qu'est-ce que le réalisateur pense dans sa tête et vous le mettez sur la vidéo. Est-ce qu'on pourrait au même titre qu'un scénariste. Moi, je te dirais que dans la chaîne, tu as le scénariste, le réalisateur puis le monteur qui sont, si tu veux, les 3 auteurs du projet. OK, ouais. Bon, tu sais, le scénariste, c'est quelqu'un qui va prendre une idée abstraite puis qui va réussir à la mettre en forme sur papier. Mm-hmm. Le réalisateur, sa spécialité, c'est de partir du papier puis de réussir à mettre ça dans le monde concret puis à placer des caméras puis à aller le chercher. Là, sa spécialité, c'est vraiment le tournage. Le monteur, il regarde ça avec un autre angle. Le monteur, c'est supposé, en principe, être un peu le spécialiste de la réception. Fait que c'est celui qui va être capable d'être le premier spectateur du contenu puis qui va être capable de se placer dans le rôle du spectateur, d'être à la fois comme, connaissant de tout, mais en même temps naïf, pour être capable de toujours avoir cette espèce de nouvelle perspective, de regarder toujours les choses pour la première fois à chaque fois, puis d'identifier qu'est-ce qui est plus pertinent pour le public. Fait que c'est indispensable pour un réalisateur d'avoir cette perspective-là de quelqu'un qui est devenu un peu un spécialiste de l'écoute. Parce qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui met en scène. Il est spécialisé dans la relation avec les acteurs. C'est humain, c'est présent, c'est concret. Mais le monteur, c'est quelqu'un qui a développé une spécialité qui passe des heures et des heures à regarder du matériel puis à discriminer qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça. Ça, c'est pas nécessaire, mais ça peut aussi être une compétence du réalisateur. C'est important que le réalisateur puisse maîtriser tout ça. Mais en général, là n'est pas sa première spécialisation. Là, un bon réalisateur, c'est déjà bien assez pour un réalisateur de devoir traduire l'idée du scénariste puis de l'amener au tournage. Puis après ça, que de devoir, après ça, changer de chapeau complètement et y arriver par un autre. Il faut, à un moment donné. Puis, je veux dire, il y en a des cas de réalisateurs qui choisissent de porter tous ces chapeaux-là. Tu sais, c'est pas nécessairement parce que tu es réalisateur que tu peux pas être monteur ou l'inverse. Tu sais, c'est des chaises interchangeables. Mais dans un même projet, il y a cette richesse-là d'avoir ces points de vue-là différents qui permet d'arriver à quelque chose. C'est le fun quand ça peut être des têtes différentes parce qu'à un moment donné, d'avoir ces deux perspectives-là simultanément dans la tête, c'est pas donné à tout le monde d'être capable
de changer de chaise constamment d'une place à l'autre comme ça. Puis, qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est parce que le fait qu'on peut changer, c'est ça, de chapeau, dire, OK, aujourd'hui, je suis réalisateur, puis maintenant, je suis rendu monteur, puis j'ai un rôle à jouer. Toi, t'avais-tu déjà eu un gros rôle à jouer? Je me rappelle que tu avais parlé des appendices. C'est un des plus gros rôles que, selon moi, qui nous avait parlé que tu as monté les appendices. Peux-tu nous en parler? Ben, moi, j'ai monté les 4 ou 5 premières saisons des appendices. C'est quand même beaucoup. Ben oui, mais est-ce que tu as un gros rôle en particulier? Non, je te dirais que c'est une des productions majeures que j'ai faites, je te dirais, dans ma mi-fin vingtaine. C'était mon premier vrai beau gros contrat, je te dirais. En fait, tu as vraiment fini le bac, puis tu as déjà eu ce contrat-là des appendices, d'abord. Ben, les appendices, c'était 2005, 6, 7, 8 à peu près, là, dans ces eaux-là. Tu vois, moi, j'ai fini mon bac en 2003-2004, quelques années après. Ouais, c'est quand même un gros contrat dès que tu sors du bac. Là. Ouais. Moi, j'aurais tellement voulu. Là. En plus, c'est tellement bien fait. Ouais. Puis, comment ça t'a amené à... Quand tu as eu le projet des appendices, Ben, en fait, moi, tu vois... Quand je suis sorti de l'université, éventuellement, je suis devenu, moi, directeur technique dans une boîte de services de post-production au coin de Sherbrooke et puis de Lorimier, là, près du pont Jacques-Cartier. Puis en fait, c'était dans la même bâtisse que la maison de production qui produisait les appendices. Puis moi, j'ai travaillé, en fait, dans la maison de service où on faisait les salles de montage. Puis pour eux, puis pour cette compagnie-là. Puis éventuellement, quand le projet des appendices est arrivé, moi, j'étais comme juste à la bonne place au bon moment. C'était déjà un peu mes clients au niveau technique. Puis à un moment donné, j'ai profité d'une option, puis j'ai pris le mandat là, des appendices. Puis c'était la même période aussi où, dans cette compagnie-là qui s'appelle Production Marie-Brissette, on faisait aussi Fesse à court. Oui, c'est la compétition, là. Ben, Fesse à court, c'était une compétition de court-métrage où est-ce qu'en fait, c'était des équipes de 2, donc un scénariste et un réalisateur à qui on donnait une journée pour écrire un scénario à partir d'une consigne. C'était tourné en une journée, puis c'était monté le lendemain. Puis ça, c'était un projet. Tu sais, c'était 2 projets qui sont partis un peu en même temps, là, Fesse à court et les appendices, puis c'était 2 projets qui étaient un peu les projets forts à l'époque là, de cette boîte-là. 2 projets mis de l'avant par des jeunes. C'était excitant. C'était du monde qui était de ma génération ou un peu plus jeune. Fait que c'était excitant pour moi de faire ça. Fait que ça a vraiment été comme intéressant parce que autant les appendices, c'était la forme court. Là, fait que soit des courts-métrages de fiction dans Fesse à court ou des sketchs. T'sais. Fait que l'intérêt de ça, c'était surtout de faire des sketchs parce qu'une saison des appendices, c'était comme, tu sais, c'est 400 courts sketchs qu'on monte sur une saison. Puis après ça, ben, on en passe, il y en avait peut-être une 15-20 par épisode. Fait que ça, c'est vraiment de développer un langage puis de trouver le rythme de ce genre d'affaires-là. Puis ça a pris du temps, tu sais. Mais c'était un beau défi, puis c'était un bon moment pour eux. Puis on a comme un peu appris la mécanique de l'humour ensemble. C'est ça, parce que je me rappelle que quand tu nous avais donné un petit exercice avec les appendices, on voyait que le procédé comique était différent si jamais, exemple, avec la blague du jus, tu pouvais prendre un clip ou un angle de caméra, puis la blague a changé tout à coup. Ouais. Donc, fait que je trouve qu'on avait une liberté créative de comment on va amener à la blague ou comment la blague va être dite. Bien, il y a une liberté, mais là, je te dirais que paradoxalement, en humour, ça a l'air rigolo, mais c'est très, très précis. Tu sais, ça tient à pas grand-chose, en fait, que ça marche ou pas. Des fois, c'est beaucoup dans le rythme puis dans la micro-cote. Fait que c'est vraiment une bonne école de montage, d'une certaine façon. Puis c'est là où peut-être pour la première fois, j'ai pu comme analyser le langage, la structure créative d'un montage, mais en fonction d'un objectif précis. Puis avec des auteurs, avec les gars des appendices qui savaient clairement ce qu'ils voulaient, mais avec des conseillers autour aussi qui nous donnaient beaucoup de feedback pour réussir à trouver. On développait un petit peu ce langage-là. Puis c'est devenu... à un moment donné, quand tu l'as, tu l'as. Tu sais, tu le cherches pendant un bout de temps, puis là, à un moment donné, tu sais ce qui marche, puis là, ça devient comme... Tu es capable de reconnaître
qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis ça, c'est intéressant. Mais souvent, quand moi, je suis rendu là, ben là, je l'ai fait pendant 5 ans, celui-là, mais il est venu un temps où j'étais prêt à faire autre chose parce que j'avais l'impression que ce langage-là, je le maîtrisais. Puis j'avais envie d'autres défis. Tu sais, j'avais envie aussi de me retrouver dans d'autres situations où j'avais besoin de revivre cette espèce de plaisir-là. C'est ça, le challenge. Ben, plus, de comprendre le langage, puis après ça, de l'appliquer, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est cool par rapport à ça? Je pense aussi, peux-tu me redire au niveau de Fais secours? Parce que moi, ça me fait penser à un film, 1995, avec Ricardo Troggi. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? On s'en va, il y a équipe de 2, on part, puis après ça, il faut faire un film, mettons, en 48 heures, puis on livre la marchandise. Ça ressemble un peu au... Dans 1995, ce qu'on voit, c'est la course Destination Monde. Hein? Puis la course Destination Monde, la formule, c'est des grands voyages. C'était aussi des aventures menées par une seule personne, en solitaire, dans différents pays, à devoir faire du cinéma, mais à partir de rien. Fait que c'est presque d'une certaine... Ça a en commun le fait que la dimension du concours, mais en termes de produit ou d'expérience, c'est un peu... L'un et l'autre, c'est l'inverse. Parce que la course Destination Monde, tu t'en vas quelque part, tu sais pas pantoute qu'est-ce que tu vas faire. Ça, j'aurais voulu faire ça. Tu développes des choses en contact avec le réel. Puis même dans ces cas-là, il n'y avait pas encore de montage technique. Hein. Les c'est la bobine, participants, ben, en fait, ils envoyaient leurs cassettes. Ils pouvaient revisionner leurs cassettes, mais ils faisaient un montage papier, puis c'était mis en forme concrètement à Montréal quand ils envoyaient. Tandis que Fais secours, c'est un peu le cheminement inverse, c'est-à-dire que tu pars avec des contraintes claires. On te place dans une situation où voici, tu as 2 acteurs, tu as un lieu, tu as des accessoires. Maintenant, comme fais quelque chose demain, tu sais. Fait que c'est un autre exercice. C'est plus à la kino. C'est du stress, oui, peut-être plus à la kino, mais c'est vraiment comme de faire du tournage un jeu. Puis, et puis il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui se sont développés par ça. Là, ça a été une belle aventure, Fais secours, vraiment. Puis est-ce que tu penses que ça pourrait revenir, ce genre de concept-là, mais plus mondialement, avec le tour du monde, avec on part tout seul ou même en équipe, puis tu dois filmer quelque chose? Est-ce que tu penses que ça pourrait revenir, ce genre de concept-là? Ben, je pense que oui, mais en même temps, la réalité est différente aujourd'hui dans le sens où des jeunes qui veulent se donner le défi de faire ce genre de choses-là, j'ai l'impression qu'ils s'organisent eux-mêmes, dans le sens où, oui, il pourrait y avoir ce genre d'initiative-là, mais je ne suis pas sûr que ça serait quelque chose qui serait comme présenté par un réseau de télévision comme ça l'était par le passé. Je vois bien comment sur Internet ou sur YouTube, il pourrait y avoir ce genre de choses-là, puis il y en a certainement. Mais je te dirais que la télévision publique, là, qui faisait ça à l'époque, là, autant que ce soit que la course Destination Monde ou Télé-Québec, à Radio-Canada, puis Télé-Québec, c'est moins dans le mandat de la télé publique de faire ce genre de choses-là, même si je pense que ça serait une bonne idée, là, souvent, là, qu'on encourage les réalisateurs puis les créateurs d'ici avec ce genre de situation-là, parce que c'était... Mais le mandat de ce genre d'émission-là, c'était aussi de favoriser l'émergence de ces gens-là, tu sais, fait que, disons, mandat réussi d'une certaine façon. Maintenant, l'industrie est en bonne forme. Est-ce qu'on a encore besoin de ça pour voir émerger des nouveaux talents? Ben, ça serait bien, mais peut-être pas non plus. Tu sais, mettons, Denis Villeneuve est passé par là. Tu sais, il y a plein de réalisateurs qui ont été à la course Destination Monde avant, puis qui ont eu des belles carrières après. Tu sais, ça a été super important pour eux. Là. Puis on voit par rapport à ça qu'on le sait, comme tu as dit, le monde pourrait le faire par eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que, encore aujourd'hui, ou même aujourd'hui, en ce moment, en 2025, on pourrait dire que tout le monde est réalisateur ou même tout le monde peut être monteur à cause de l'accessibilité au réseau, on peut dire TikTok, le montage, on peut dire à la CapCut, déjà intégré, tout fait. Est-ce que comme on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que hey, moi, je suis capable de faire du montage sur TikTok, CapCut? Le montage technique, puis les logiciels, puis les opérations techniques du montage, c'est accessible à tous depuis longtemps. Donc, tout le monde peut se dire monteur et puis faire du montage. Le défi technique, il n'est plus là. On apprend des logiciels professionnalisants à l'UQAM pour que les étudiants ils puissent se retrouver dans les logiciels qu'on emploie dans l'industrie. Mais dans les faits, apprendre le montage, ça peut avoir avec le logiciel. C'est beaucoup plus à voir avec, justement, développer une compréhension puis des réflexes
pour assimiler un langage, puis C'est ça. communiquer correctement avec d'autres membres d'une équipe pour identifier c'est quoi le propos, aller à l'essentiel, puis comprendre aussi les formats, tu sais. De pouvoir, tu sais, comme là, dans ton cas, tu sais, ça soit un podcast ou que ça soit, mettons, un pilote pour un truc, une web série, Ouais. ben il y a des... Chaque format a son langage. Puis quand je disais tantôt, le monteur, c'est un spécialiste de l'écoute, tu sais, à chaque format vient aussi une situation d'écoute différente. Le monteur, il va être sensible à la réalité du spectateur de dire... Ben non, tu peux pas, tu sais, m'expliquer un concept philosophique en une capsule de 3 minutes. Ça m'intéresse pas. Ou, tu sais, il y a différents Propos que tu dois ou aborder. façons d'aborder des sujets, des angles de traitement d'une réalité qui vont mieux convenir à une situation ou à une autre. Puis le monteur aussi, c'est un peu ça, tu sais, c'est d'aider le réalisateur puis les autres membres de l'équipe à recentrer le propos autour du contexte de diffusion aussi, là, tu sais. Puis, en fait, c'est ça que j'aime parce que on dirait avec le côté montage, on a toujours à apprendre. On prend un projet de A à Z, on essaie de le déconstruire pour prendre les plus, bon, on peut dire les meilleures parties, puis on essaie de se centrer pour dire, OK, si pour toi tu vas avoir de l'empathie, voici c'est quoi de l'empathie. Le monteur, on dirait qu'il va dire, voici c'est quoi de l'empathie, voici qu'est-ce que tu dois avoir. Si tu veux avoir quelque chose de drôle, l'humour, voici c'est quoi de l'humour, voici qu'est-ce que je te propose. Mais au niveau de ta proposition, c'est juste qu'il y a où qui est libre pour qu'une autre personne il dise ah ben tu sais j'aime pas vraiment ça ou ah ben est-ce qu'il peut garder cette idée-là, est-ce il y a un mot à dire au final au réalisateur ou même à la réalisatrice ou même à la production pour dire hey je pense qu'on est vraiment on devrait aller dans cette voie-là si jamais vous voulez avoir de l'empathie. Ben, As-tu un dernier mot à comme dire? comme dans n'importe quelle situation, tu as un mot à dire si tu as le bon argument. T'sais. Je veux dire, un monteur, il va avoir, disons, de l'autorité dans la mesure où il est capable de défendre son point. OK. Puis, tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ben, c'est un peu ça. Si tu es vraiment si tu as une bonne connaissance des formats, ben tu vas réussir à donner des bons arguments pour défendre ton point. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt. Tu as dit, mettons, prendre les meilleures parties. Oui. Bon, ben, dans le processus, tu sais, prendre les meilleures parties d'un contenu, à quoi ça mène? Ben, ça mène à un best-of. Tu sais. Donc, dans le fond, ça, c'est faire des sélections. Tu sais, c'est de discriminer bon, pas bon, bon, pas bon. OK. Fait que ça, c'est une chose. Puis ça, disons que c'est à la portée de tous. Après ça, l'aspect peut-être plus fondamental du montage, c'est qu'au-delà de discriminer qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est d'articuler une proposition qui correspond avec... C'est choisir qu'est-ce que tu veux dire avec le matériel. Puis ça, on choisit ça au début, là, c'est pas à la fin. Là. Ben, dis, tu choisis ça au début, mais il y a encore beaucoup de travail dans le contenu. Tu sais, tu peux avoir faire une entrevue avec quelqu'un, mettons, comme on fait aujourd'hui. Là, à partir de l'heure et quelques qu'on va avoir jasé ensemble, tu pourrais faire 18 capsules différentes en te concentrant sur différents aspects. Puis il y a des éléments d'un sujet qui vont être au début, à la fin, qui vont être un peu partout. Mais le processus, c'est pour toi ou de choisir qu'est-ce que toi, tu veux dire à partir du matériau d'un autre. Parce que quand on monte, on s'approprie le discours de quelqu'un. C'est plus tant le personnage qui parle, c'est toi qui t'appropries, qui réussit à affirmer quelque chose. C'est toi l'auteur qui dit quelque chose à partir des mots de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est d'assumer la paternité là, d'une idée. Mais pour ça, il faut réfléchir. T'sais. Pour moi, la partie intéressante du montage, c'est de réfléchir pour réussir à déterminer qu'est-ce qu'on veut dire. T'sais, moi, c'est ce que je vais demander au réalisateur essentiellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis à partir du moment où est-ce que le projet d'intention du truc il est clair, ben les choix qu'on fait, ils s'imposent d'eux-mêmes. Fait que rendu là, si on a bien ensemble discuté pour établir c'était quoi la cible... les clips viennent tout seuls. Après ça, c'est mécanique. Ouais. Fait que dans le fond, le gros du montage, c'est d'arriver à ce concept-là, qu'on s'entende, qu'on discute de la chose assez pour identifier qu'est-ce qu'on veut. Quand on sait qu'est-ce qu'on veut, on est déjà pas trop loin du but. Là, t'sais. C'est super bon. C'est vrai, c'est super bon parce que moi, avec Occurring, dans qu'est-ce que je vais te présenter, c'est ça qu'on dirait que qu'est-ce que je veux parler, c'est de la pression sociale à jouer au hockey. Mon but, c'est vraiment ça, c'est de voir jusqu'à où que ça peut amener. Est-ce que ça va être dans une capsule de 8 minutes? Est-ce que ça va être dans 3 capsules? Est-ce que ça va être dans 1 heure, un épisode, une saison complète? C'est ça. On dirait que, vu que je l'ai monté moi-même,
j'aurais voulu peut-être avoir, c'est ça, un monteur qui m'aide ou peut-être juste quelqu'un avoir un petit feedback ou avoir une autre vision que là, moi, j'étais vraiment. Parce que quand on monte, je suis tellement concentré, on dirait que c'est. Toutes mes sens sont allumés. Je suis comme, OK, je pourrais toujours recommencer de A à Z. Est-ce qu'il y a une limite jusqu'à où tu peux recommencer le montage pour dire, hey, ça, c'est pas bon. Ah, finalement, j'arrête. Est-ce qu'il y a ça quand tu es un monteur? Est-ce qu'à un moment donné, on sait que la perfection ne va pas exister, puis on devra livrer la marchandise au final, puis. Bien sûr, mais comme dans n'importe quel, comme en tournage, où d'un moment donné, ben, l'heure est finie, puis le producteur et tout le monde dans l'équipe, il faut qu'ils rentrent chez eux puis qu'ils vivent leur vie. Là, on sait qu'il n'y a plus de lumière. En montage, ben, à un moment donné, il n'y a plus de journée, il n'y a plus de budget, il y a plus. Il faut livrer parce qu'il faut que ça aille en ondes, tout ça. Fait que c'est sûr que les dates de tombée puis les réalités concrètes, la production font en sorte qu'on a des limites. Puis c'est important qu'il y en ait des limites aussi là, pour qu'on se fasse respecter comme artisan, qu'on puisse être correctement payé pour ce qu'on fait, mais aussi qu'on puisse ménager nos énergies. Puis oui, il arrive un moment donné où c'est assez là, de faire le tour là, du matériel. Mais ça dépend des formats. Dans des documentaires où il y a des heures, des centaines d'heures de matériel, tu peux passer des mois à rebrasser tout ça. Puis même quand c'est fini, tu peux dire « Ah, bon, on aurait dû exploiter telle autre affaire. » Mais d'où l'importance de prendre le temps de déterminer où tu vas avant d'y aller. C'est surtout ça. C'est toujours plus efficace de réfléchir avant d'agir dans ce genre d'affaires-là. Mais dans le cas de ton projet, il ne faut pas non plus... oublier que ça se peut des tournages exploratoires. Là, je veux dire, ça se peut aller tourner quelque chose, surtout des capsules, des affaires courtes. Puis des fois, c'est le contact avec le réel puis le contexte de production qui va t'aider à identifier aussi c'est quoi la cible. Des fois, c'est normal que ça prenne plusieurs essais et erreurs pour s'approcher de quelque chose qui vaut la peine, qui est un produit comme fini. Fait que de faire des capsules, de faire des courts tournages puis de faire des clips, c'est un très bon réflexe pour justement réussir à trouver des affaires qui sont particulièrement intéressantes, mais aussi de préciser pour nous-mêmes qu'est-ce qui nous intéresse par rapport au sujet. Parce que c'est pas évident sur le papier, quand on imagine quelque chose, qu'est-ce qui va nous intéresser. Puis à un moment donné, on rencontre des personnages, on rencontre des gens. Puis là, tout d'un coup, ben, on laisse le cœur parler, puis on se dirige dans une certaine direction. Puis c'est important que ça puisse... Parce que si on part en tournage avec une idée, puis là, on fait de quoi? Puis là, quand on n'a pas... Quand on a ce qu'on cherche, on arrête. C'est ça. Oh. Mais il ne faut pas oublier que le tournage, il fait aussi partie du processus de découverte, d'écriture. Puis des fois, on retourne, on repart, puis on... Fait que, il faut être humble par rapport au résultat. Il ne faut pas non plus angoisser sur le résultat d'un tournage. Puis il faut aussi se donner des fois le temps d'essayer, de voir qu'est-ce qui se passe quand on rencontre les gens, puis de retourner plus tard. Là, parce que c'est ça, avec Bonne Écoute, je trouve que c'est un bon... en fait, un bon pont pour dire ça, c'est que j'ai fait Bonne Écoute à la base parce que j'aime ça l'information, j'aime ça divertir, puis en même temps... Je veux mettre tous mes acquis que j'ai appris pendant les 6 dernières années, que ce soit au bac ou même aussi au DEC, en ATM. Puis qu'est-ce que j'aime par rapport à ça, c'est que je me dis, hey, regarde, je vais ouvrir une boîte, pas enregistrer rien pour l'instant, mais je vais ouvrir une boîte pour qu'on voit mes projets, pour que je parle de mes projets, mes idées futures, puis que voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me donne plus d'énergie, qui me donne plus de challenge? Est-ce que c'est du documentaire? Est-ce que c'est du reportage? Est-ce que c'est de la fiction? Je ne sais pas. Donc, on dirait que d'arriver tout de suite avec un mandat, on peut dire, il faut que je performe, j'ai 6 ans dans le corps, go, go, go. On dirait que ça serait de m'oublier. Toi, est-ce que tu as déjà eu un défi quelconque qui a rapport peut-être peut-être même avec ta boîte de production, de dire, hey, parce que au début, j'avais une vision en tête, puis là, je suis comme, OK, wow, je reviens à mes racines, je reviens dans qu'est-ce qui me stabilise, pas trop en faire. Bien, il y a beaucoup de choses dans ta question, mais premièrement, je pense que oui, tu as raison, j'applaudis cette audace-là de prendre les outils puis de faire, de ne pas attendre justement de se faire appeler puis d'être une locomotive de projet pour toi, mais pour tout le monde autour de toi. Et c'est effectivement en faisant puis en explorant
non seulement que tu vas découvrir des centres d'intérêt puis que tu vas avoir envie d'aller plus en détail dans certains propos, mais tu vas aussi établir des relations avec des collaborateurs qui vont te suivre. Ça ne peut être qu'une bonne idée de faire bonne écoute. Maintenant, tu me demandes, est-ce que j'ai parfois eu l'impression de m'éloigner de mes premières passions pour après ça revenir, puis revenir en arrière? Ben, moi, je te dirais que je peux te parler de mon projet d'affaires. Tu sais, moi, j'ai à un moment donné, parce qu'au début, dans mon début de ma carrière de montage, il y avait un enjeu qui était les circonstances dans lesquelles on travaillait. Tu sais, il y a eu comme un moment donné où les producteurs ils s'équipaient de salles de montage pour sauver des coûts, pour ne pas aller dans des maisons de service. Et puis, on travaillait souvent dans des sous-sols, puis les salles, c'était bruyant, c'était mal chauffé, on était mal installés. Des fois, j'ai monté dans des sous-sols à côté d'une sump pump. Ah ouais, ça fait du bruit, ça. Écoute, non, mais dans des conditions désagréables, on était toujours un peu appelés à aller travailler des endroits où c'était pas intéressant. Puis moi, j'ai eu envie, à un moment donné, de m'offrir à moi, mais d'offrir aux gens, aux autres monteurs, aux autres gens ou créatifs avec qui j'avais envie de travailler, des locaux intéressants. Ouais. Puis j'ai voulu fonder une maison de service, puis c'est devenu, de fil en aiguille, de plus en plus gros, puis jusqu'à un moment donné, on avait une quinzaine de salles de montage au coin de Montréal puis Saint-Laurent. C'était gros, mais ça m'a un peu éloigné du montage créatif, tu sais. Fait que ça, c'était intéressant dans le sens que c'était une facette du montage comme fournisseur de services ou d'installer les lieux. C'est le fun, mais on est loin. C'est un autre métier en soi. Okay, là, ouais. Fait que ça en est l'exemple d'un défi qui peut parfois, à un moment donné, te faire prendre une chire. Puis des fois, il faut que tu reviennes à la base. Puis moi, la base, c'était le plaisir de travailler avec le contenu. T'sais. Puis trop longtemps, j'ai été pris avec mon côté, justement, de plugger des fils en dessous de la table, puis aussi de travailler en entreprise, à gérer des employés, à gérer des locaux, à gérer des services de climatisation, à gérer toutes sortes de choses bien concrètes qui étaient bien loin de mon métier. Je me suis un petit peu épuisé aussi à un moment donné à faire ça. Fait que c'est important aussi d'explorer, mais de ne pas oublier c'est quoi qui nous intéresse, puis de valoriser, tu sais, de se recentrer une fois de temps en temps. Puis si tu es un créatif, si tu es un artiste, si tu veux être dans le contenu, ben ne t'en éloigne pas trop et reviens au bercail après des petites sorties champ gauche. Ah, parce que c'est tellement vrai que c'est parce que je trouve que pour ma génération en ce moment, puis peut-être que ça va être connexe avec toi ou pas, mais je trouve qu'on est beaucoup dans le... C'est tellement difficile, je trouve, de se forger une place, se forger une identité. Puis dans le monde des médias, je pense même au Québec, selon moi, pour mon âge, on dirait que tout le monde est bon ou tout le monde ne veut pas essayer d'être bon ou bonne. Par exemple, comme je peux donner un exemple, c'est que, admettons, si je me pars une boîte de production, si je veux partir un projet, jusqu'à où je me dis qu'une personne va dire « Hey, j'ai confiance en toi, je mets de l'argent, on peut dire, sur toi. » Donc, c'est quand même assez top parce que soit que tu n'as pas les outils, soit que tu n'as pas le financement, soit que, mettons, il y a du monde que tes amis ou autres personnes ou des personnes, des connaissances que tu connais que finalement ne sont pas disponibles. Donc, on dirait que tu es pris entre l'arbre du genre « Ah, est-ce que je m'en vais voir une boîte de production quand même assez connue, puis au pire, je monte les échelons, puis j'espère arriver à mon but. » Ou je fais, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je fais une boîte de production, je suis mon propre boss, entre guillemets, je sais qu'est-ce que j'aime, je sais qu'est-ce que je veux montrer, mais il y a un coût de financement, il y a un coût de location d'équipement, puis il y a aussi un coût de qui va venir m'aider par rapport à ça. Toi, est-ce que tu as senti ça quand tu as essayé de partir en affaires ou essayer d'avoir ce côté-là de je vais avoir... je vais faire du montage, j'aime ça, travailler avec le contenu, mais qui va me suivre, qui va m'épauler par rapport à ça? Est-ce que tu t'es senti un peu délaissé? Ben moi, ce que ça me fait penser, ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose dans choisir une approche un peu de généraliste pour être capable de faire beaucoup de choses, puis à un moment donné, répondre aux besoins de tout le monde, puis à un moment donné aussi se spécialiser dans une affaire, tu sais. Je pense que ce qui fait en sorte que tu réussis à établir des relations avec des gens qui vont te faire confiance à répétition, c'est quand toi, tu sais ce que tu maîtrises, puis que tu te concentres à un moment donné des efforts dans un filon en particulier. Tu sais, moi, j'ai peut-être longtemps
voulu ne pas me tromper, puis j'ai C'est ça. investi beaucoup d'énergie dans différentes facettes du métier en me disant, ben je serai le couteau suisse, puis en mettant un peu, tu sais, d'énergie dans chacune de ces 8 affaires-là, ben comme ça, je suis sûr de me rendre quelque part. Puis surtout, je ne fais pas de croix sur les autres trajectoires que j'aurais peut-être pu privilégier. Après, c'est enligné, on peut dire. C'est ça. Ouais. Mais il vient un temps où, à un moment donné, il faut que, si tu veux te différencier des autres, faut que tu mettes des énergies dans une expertise. Puis pas juste une expertise dans le sens d'un métier, de la production, mais aussi de t'intéresser à des sujets qui sont proches de toi. Puis aussi en termes de contenu, de t'approcher de sujets dans lesquels tu as une sensibilité particulière, qui te ressemble puis qui t'intéresse pour vrai. Parce que ça paraît quand tu vas au-devant de gens puis que tu t'intéresses authentiquement à eux, puis à ce qu'ils font, ben ça paraît. C'est ça qui fait un contact qui vaut la peine après ça d'être vu par d'autres. C'est quand, à un moment donné, il y a un lien sur une passion commune. C'est ça, puis ils sentent... c'est tellement vrai parce que je pense qu'ils sentent comme pour dire, hey, il est investi, je le vois, qu'est-ce qu'il veut me montrer, puis il n'y a pas besoin de faire, on peut dire, le buzz de, oh, regarde, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Je suis comme, hey, fais qu'est-ce que tu es meilleur là-dedans. Puis ça prend, selon moi, ça prend des années, ou même 5 ans, ou même 1 an, ou même le temps que ça prendra. Au moins, tu vas le faire bien. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que je ne vais pas sortir plein de vidéos un à la suite de l'autre. Ça ne me tente pas d'arriver à faire comme, OK, je sais que je suis capable de faire ça, j'ai eu ma formation là-dedans, je peux faire ça, je peux faire ça. On dirait que il y a tellement de, pas de brouhaha, mais il y a tellement de possibilités que je suis comme, OK, j'oublie que moi, qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais ça faire de la réalisation, j'aimerais ça aussi peut-être même faire mon montage ou même assister faire du montage en tant que tel pour le documentaire surtout, mais aussi que ce soit animer quelque chose. Donc, on dirait que recentrer mes habiletés en un sujet comme bonne écoute, je trouve que c'est là dans quoi que je suis meilleur, selon moi, que juste partir pour faire comme, OK, ben est-ce que je fais ça pour plaire à tatati tatata ou je me fais ça pour plaire à moi-même, pour recentrer tout ça avec les capacités que je suis capable, puis avec les conseils que j'ai eus comme toi, comme des autres profs dans le passé. Ouais. Donc, mais là, tu es dans le méta beaucoup. Tu es ça. t'es dans le comment je vais arriver, puis comment réfléchir mon développement de carrière. C'est ça, mais t'étais-tu comme ça dans Ben dans oui, les mais on a débuts? tous cet aspect-là, je veux dire, mais je te trouve dirais ça que tough, là. rapidement, ben c'est tough, Ouais. mais c'est qu'à un moment donné, cette conversation-là, ces conversations-là qui animent des soirées d'insécurité, où on confie nos insécurités les uns aux autres, mais il faut juste qu'à un moment donné, ça ait une fin, ça. Parce que c'est infini, ça, cette anxiété-là de dire qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je m'engage, quel chapeau je porte, tout ça. OK, oui, tout ça, ça peut exister, mais après ça, c'est quel sujet qui t'intéresse. Parlons du contenu. Tu sais, va dans des milieux où est-ce que des milieux réels qui t'attirent, tu sais, comme mettons là, tu veux qu'on parle d'un truc sur le hockey, ben c'est parce que le hockey t'intéresse, c'est parce que le sport t'intéresse. Fait que tu sais, il a parlé de je veux-tu être réalisateur ou directeur photo ou monteur pour aller faire une série sur le hockey, mais il y a le qu'est-ce que j'ai moi envie, James, de dire sur le hockey, tu sais, qui est, je te dirais, la vraie question. Parce qu'après ça, le chapeau que tu vas porter, je veux dire, pour toi, ça peut sembler encore difficile d'identifier, mais de l'extérieur, c'est assez clair. Tu sais, je veux dire que tu es quelqu'un qui est capable de prendre la parole, qui a envie d'interagir avec les gens. Je veux dire, on ne serait pas ici, tu ne serais pas devant la caméra si tu n'avais pas ce désir-là d'être en contact avec les autres. Fait que... ben commence par ça, tu sais, je veux dire, c'est bien assez. Donc, à ce moment, tu sais, puis t'es une locomotive de projet, tu sais, déjà, c'est toi qui structure ce genre d'affaires-là. Fait que, bon, le montage, c'est bien, mais tu as déjà, là, tu sais, comme un goût, une expertise, puis un début de démarche dans, mettons, la réalisation ou la recherche ou tu sais, l'approche de sujet. Fait que c'est assez, là. Tu sais, c'est là, tu en as un filon, là. Tu sais, c'est comme si le poisson, il est accroché après l'hameçon, là. Là, il faut que tu tires, là. Tu sais, il ne faut pas que tu dises, ah, ben là, j'ai pogné un poisson, mais je vais le laisser aller, parce qu'il y en a un plus gros là-bas, puis je vais relancer ma ligne là-bas, parce que ça se peut qu'il ne morde pas. Là, tu en as un, ben tire, tu sais. Parfait. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça l'idée que je veux dire, dans le fond, qu'à un moment donné, tu sais, comme là, tu as fait tes années d'études, tu es là, il y a un filon, ben mort dedans, là.
puis mets toute ton énergie dans une direction, puis les gens vont suivre cette énergie-là. Si tu la déploies à répétition dans le même filon, puis si tu t'enfarges, ben relève-toi puis continue. Fais pas comme c'est ça l'enjeu aussi, c'est que quand on s'enfarge, puis c'est pas de dire ben là, je vais faire quelque chose de complètement différent, puis je vais essayer une autre affaire. Non, tu viens d'apprendre une première leçon sur faire ça, ben refais la même affaire une deuxième fois. Puis c'est ça aussi en montage. Dans le sens où on est tout le temps critiqué. C'est très subjectif. Fait que, tu fais une proposition, puis 9 fois sur 10, la personne qui va venir va avoir un commentaire, va dire c'est vrai. Ça fait pas l'affaire, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'en... Puis c'est ça, c'est itératif. De fois en fois, on recherche une autre solution, puis on finit par trouver quelque chose qui plaît à notre client, à notre public, tout ça. Puis à un moment donné, de fois en fois, ben ça prend moins de shots pour y arriver parce que c'est pas tant que tu es plus ou moins bon en montage, c'est que tu es plus ou moins bon pour évaluer qu'est-ce que l'autre veut. Parce que c'est ça la vraie différence. Le montage, tu le fais une fois, il n'est pas plus difficile à faire la deuxième fois. Je sais pas comme, j'ai pogné de quoi, là, le piton, je sais, il est où. Non, la vraie différence la deuxième fois, c'est que tu dis, oui, lui, la dernière fois, il m'a dit ça. Donc, j'apprends dans ma relation, puis je comprends mieux les intentions de la personne. Fait que ça se situe là, si tu veux, l'expertise du montage. C'est être capable de mieux saisir qu'est-ce que les gens essayent de faire pour le mettre en forme d'une façon efficace, rapide, puis à un moment donné, de pouvoir, après ça, réinvestir le temps dans les détails, dans l'esthétique, parce que l'aspect contenu, puis la proposition, on l'a compris du premier coup. C'est ça. Puis si tu avais à finir, pour finir récemment, si tu avais à dire un mot ou même une phrase pour les monteurs ou même les monteuses, ou même pour toi, un conseil pour eux, ça serait quoi? Un conseil pour les monteurs? Ouais, monteurs, monteuses, ou qui veulent aller là-dedans, qui veulent se dépasser, encore avoir le certainement dire, OK, est-ce que je fais bien ça? Est-ce que nanana, est-ce que je dois... Comme même assez... Parce qu'on est quand même assez critique quand on est monteur, selon moi. Mm-hmm. Donc, t'as-tu un conseil ou un mot pour dire à eux, les personnes qui t'écoutent, ça serait quoi? Ben, écoute, moi, je te dirais que ça serait faut être rigoureux puis organisé. Puis il faut prendre des notes. Puis, faut pas toujours se fier à sa mémoire. Faut développer une méthode de travail. Pour moi, le montage, c'est vraiment ça. C'est développer une approche de l'analyse du matériel qui est structurée, puis qui est posée, puis qui est calme. Fait que je pense que le montage, c'est ça. C'est un lieu d'analyse rationnelle, calme. Puis il faut y prendre plaisir. Puis il faut aussi sortir de la salle une fois de temps en temps. Puis il faut avoir un équilibre de vie où c'est le fun d'être dans la salle de montage, mais il ne faut pas oublier que ça se passe aussi dans le vrai monde, le montage. Ce qu'on ramène dans la salle, il faut qu'on l'ait découvert ailleurs dans les relations qu'on a avec les gens. Puis je pense que c'est ça que je dirais aux jeunes monteurs. Mais merci tellement. Fait qu'on va passer au deuxième segment, qui est moi qui te présente Hockey ou rien. Je suis prêt. Donc, c'est ça. Pour un autre commanditaire que j'ai MK Gourmandise. Donc, MK Gourmandise, c'est quoi? C'est la décoration de gâteau qui est située à Vaudreuil-Dorion. Donc, si jamais vous voulez avoir une fête, que vous voulez préparer votre gâteau, que ce soit aussi même des petits goûters par rapport à ça, c'est à MK Gourmandise. Merci. Bonjour tout le monde, encore moi pour le deuxième segment du concept Bonnie Coupe. Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi, c'est très simple, c'est que je vais inventer un concept, que ce soit télé, fiction ou même encore cinéma, un festival, ça pourrait être, et je vais inviter quelqu'un qui a un rapport avec le concept pour y faire une présentation, que ce soit y pitcher en bons termes de télévision et autres. Et après ça, à la suite de ça, on va discuter, on va voir les pour, les contre, si mon projet pourrait, oui ou non, marcher au Québec. Et c'est même aujourd'hui François Normandin qui va prendre la décision par rapport à ça. Donc, une responsabilité. Un ancien prof qui va me dire si oui ou non, j'ai fait mes devoirs. Et par rapport à ça, c'est sûr que je vais apprendre encore avec Hockey ou rien. Donc, c'est ça, je te présente la web-série Hockey ou rien, la web-série documentaire pour la saison 1. Donc, Hockey ou rien, c'est quoi?
Juste avant, voici l'affiche qui a été faite par Marie-Hélène Taillon, donc Taillon de crayon. Je trouve que c'est vraiment ça que je voulais avoir. C'est exactement qu'est-ce que je voulais faire ressentir au public. C'est quoi hockey ou rien? C'est juste ici avec la pression sociale à jouer au hockey au Québec pour les jeunes. Donc, que ce soit avec le coach, avec la vision d'aller à la Coupe Stanley ou même avec la confrontation des deux équipes ou même la confrontation que ce soit avec le parent qui sait. Donc, c'est ça, Hockey ou rien. C'est vraiment une web-série documentaire qui met en lumière la pression sociale à jouer au hockey au Québec pour les jeunes. Donc, le concept de la série, c'est quoi? C'est un format de 3 capsules, donc 3 mini-clips, on peut dire, de 8 minutes chacune, avec le publicité quand même assez général, donc tout le monde peut regarder cette série-là. Et le genre, c'est un documentaire-reportage. Pourquoi documentaire-reportage? C'est très simple, c'est parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur est-ce que je veux est-ce que je vais interagir avec la personne? Est-ce on veut me voir? Ça dépend vraiment des capsules. Donc, il y a certaines capsules qu'on veut juste la suivre, la personne en VL, ou même moi qui vais lui poser des questions et que je vais interagir avec la personne. C'est du là à avoir le reportage, puis aussi avoir les interactions entre les autres interlocuteurs, que ce soit le coach, même un psychologue qu'on pourrait même aller chercher, ou les parents et la personne, la vedette de la capsule. Euh, donc, par rapport à ça, avec la réalisation, c'est encore la 3 fois 8 minutes. Ou sinon même, cette réalisation-là que je voulais mettre, c'est le fait que ça soit tourné en VL, OK? Donc, VL, pour le monde qui ne sait pas vraiment c'est quoi, c'est vidéo légère. Donc, avec une petite équipe, pas gros, genre réalisateur. J'aimerais ça aussi que le monteur soit là, bien honnêtement, là, ben, si jamais. Sinon, le preneur de son ou la preneuse de son. Après ça, l'assistante réalisatrice et même entendu juste avec un ou deux assistants à la production. En espérant qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra. Ouais, oui, c'est parce ça. que Et sinon, on avec va tomber à non, terre. c'est ça. Et avec la personne DOP, le directeur de la photographie. Ouais. Donc, vraiment une petite équipe. Là, je ne m'attendais pas à la grosse production avec on arrive avec les chars puis on se maquille avant. Non, c'est vraiment pas ça. Ouais. C'est vraiment, on veut s'incruster, que ce soit pour la première capsule dans une équipe de hockey ou même aller s'incruster dans on peut dire dans une vie d'une joueuse ou même d'un joueur de hockey, que ce soit à l'extérieur ou même la vie des parents, comment ils vivent ça, que ce soit à bas niveau ou même à haut niveau. Quand je parle de bas niveau, c'est bien entendu atome, novice, puis oui. Puis quand on est rendu à haut niveau, qui sait, ça peut aller jusque dans le junior 2A, 3A, la LHJMQ ou même, je n'ai pas encore de contact, là, mais la NHL, la Ligue nationale de hockey. Mais j'ai pas encore de contact par rapport à ça, donc c'est vraiment ça, la petite vidéo de VL. On peut vraiment s'incruster pour suivre différents points de vue de la pression sociale par rapport à ça. Comment ils vivent ça, comment ils font pour gérer, que ce soit le stress des parents, gérer son stress à lui-même ou même à elle-même, de l'équipe, du coach. Donc, c'est là mon idée dans la tête. Pourquoi? Bien, bien entendu, parce que moi, quand j'étais jeune, je me sentais comment dire ça? Je me sentais obligé de jouer au hockey. Tu joué au hockey? J'ai joué au hockey, puis je me sentais obligé. Tu te sentais obligé? Ouais, pour avoir des amis, là, ouais. Parce que moi, j'étais dans... j'ai joué au soccer 2A, Intercité, là, bref. Puis quand je voyais tout le monde à l'école avoir un bâton de hockey puis des patins, je me suis dit... Moi, j'ai un ballon. Je peux pas aller jouer avec eux. Je n'étais pas pris dans les équipes de hockey ou je n'étais même pas pris dans une équipe en tant que telle par rapport à ça quand il fallait avoir un bâton puis des patins. Fait que là, je suis comme, OK, j'allais à la patinoire. Je vais voir si c'est difficile de patiner. Et j'avais des engelures aux pieds. Là. Mais tu as eu l'impression de te faire violence avec ça? Je veux dire, tu as joué au hockey plus longtemps que tu aurais joué si ça n'avait pas été pour toi une façon comme de rencontrer du monde? Comme... tu y allais pour un peu plus que la passion du sport, quoi? J'allais un peu plus pour la passion du sport, oui, bien entendu. Pourquoi? Parce que c'est ça, je voulais avoir des amis, puis on dirait que dans la cour d'école ou même à l'école, c'était pas un secret pour personne. Puis je vous l'annonce, mais j'étais un des seuls noirs de l'école. Et, et c'était quand même assez difficile par rapport à ça. Donc, je voulais m'intégrer, que ce soit de n'importe quelle façon, que ce soit être le plus rigolo, lui qui court le plus vite, ou essayer de jouer au hockey. Tu avais l'impression qu'en jouant au hockey, ça serait une clé pour appartenir. 100%. 100%, il neige 4 saisons sur genre 12. Fait que je me suis dit que hey, je vais essayer. Puis quand j'étais allé pour la première fois ou une des premières fois à patinoire et que je n'avais pas joué au hockey, j'étais comme OK, comment on joue?
Puis il y a du monde qui m'ont aidé, il y a du monde qui m'ont renié. Parce que c'est comme, hey, va faire l'anneau, là. Avant de jouer, avant d'avoir un bâton, va faire l'anneau. Puis je suis comme, non, mais moi, je joue au hockey, ça me tente de m'intégrer. Je suis avec vous, les gars, les filles, tu sais, je vais apprendre. Puis il y avait du monde qui était un peu plus réticent par rapport à ça. Puis là, tu les voyais avec le tracksuit, mais je veux pas dire un mot anglais, mais tout leur habillement, tout brodé avec le logo de l'équipe. Ils avaient tous les gants pareils. Puis je suis comme, OK, il y a eu un effet de foule, un effet d'intégration globale que moi, je pouvais pas rentrer parce que je faisais pas partie d'équipe. Je jouais pas au hockey, je savais pas patiner. Puis il fallait que je rentre à 7 heures pour aller manger. Donc, je me sentais obligé de jouer au hockey pour avoir des amis. Puis quand que je me suis incrusté la première fois dans une équipe de hockey, ça s'appelait la classe hockey. Ça veut dire que tout dans la classe, on jouait ou presque tout au hockey, on était des sportifs. Et on avait des récompenses qui étaient égales à, pendant le midi ou même pendant une période au primaire, tu allais à l'aréna pour aller jouer au hockey. Donc, premièrement... Donc, c'était comme le chemin pour avoir un privilège aussi. Pour avoir il faut pas dire ça trop fort, mais oui puis non. Ouais. Mais tu avais l'impression que ça t'avantageait. Ça m'avantageait grandement parce que j'étais rendu dans l'équipe d'école, on peut dire les cools de l'école. Ils jouent au hockey, ils ont le droit de manquer de l'école. Puis en plus de ça, je voulais avoir des amis. J'étais comme, OK, c'est ça qu'il faut que j'aille. Puis quand que j'étais allé dans cette classe-là, je me suis carrément perdu parce que c'est dans ma crise d'adolescence. Donc, j'arrivais à ma mère, je disais, « Hey, maman, je joue au hockey. » Elle me dit, « Hey, ça coûte trop cher. » Moi, j'ai une famille de 14 enfants. Là. 14 enfants? Ouais, pas tout adopté. Ma mère, elle a adopté 7 dans les 14, mais... Wow. On la salue. On la salue. Salut Maryse, je t'aime beaucoup. André, je vous aime. Mais c'est ça, fait que j'arrivais, je suis comme, maman, je joue au hockey. Ben, comme, je joue déjà au soccer au niveau 2A, tu sais, arrête, là. Je suis comme, maman, je joue au hockey. Et comme, mais pour toi, tu étais un jeune sportif, tu avais besoin de bouger, puis tu avais du talent naturel. Ben, j'avais pas du talent naturel en hockey. Mais dans le sport en général, tu bougeais bien. Ouais, c'est exactement. Ça a fait partie de ta vie. C'est ça. Moi, ma mère, comme, va jouer dehors, les ordi ou les Game Boy, là, pour le monde qui se connaît ça, j'avais pas le droit dans des heures précises. Puis c'était une heure. C'est pas la fin de semaine. Moi, j'aimais ça jouer dehors. Je voyais que j'avais comme un devoir à animer un peu mes soeurs et frères quand j'étais jeune, eux qui étaient plus vieux et plus jeunes, en fait. Donc, je voyais qu'il fallait que je trouve des sports qui m'intéressent, mais aussi qui me mettent de l'avant et qui mettent aussi mes soeurs et mes frères de l'avant. Puis je voyais qu'avec le hockey, moi, j'étais pas mis de l'avant. Fait que je suis comme, OK, au pire, je vais essayer d'être bon, je vais essayer d'être capable de faire ça. Puis quand que j'étais dans la classe hockey, où qu'on me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu joues même pas au hockey. » Puis on dirait que j'avais comme une détermination de leur prouver. Mais c'était un choix, ça, ou tu t'es retrouvé là un peu malgré toi? Il y avait deux options par rapport à ça. Il y avait le prof des yeux qui proposait aux sportifs d'aller dans la classe de hockey. Et il y avait le choix de moi qui dit « Maman, je vais vous le dire, puis en fait, je vais te le dire, ben franchement, j'ai vécu la misère à ma mère pour jouer au hockey. Là. J'ai des crises, là. C'est pas des crises de genre, là, maman, je suis comme, non, c'est comme, hey, je joue au hockey, je veux des amis. Mon but, c'est d'avoir des amis. Maman, tu comprends pas, personne joue au soccer. Puis le soccer, c'est l'été. Ouais. Puis l'été, c'est tout l'été. Fait que, je peux pas. Puis le hockey, c'est, à part si tu vas dans des camps, t'es avec tes amis, donc t'as le cheminement pendant le parcours scolaire est différent. Moi, j'arrive, je fais rien pendant l'hiver. Eux sont tous ensemble. Pendant l'été, ils sont encore tous ensemble. Puis moi, je suis comme, ben là, je peux pas être avec vous. Fait que je suis comme, maman, je joue au hockey. J'ai fait une crise. Puis c'est pas des crises de genre, non, je me sens tellement mal encore aujourd'hui. Puis elle m'a acheté un équipement de hockey. On est allé au sport aux puces, mettons. Puis let's go, on pogne des équipements en rabais. Puis amuse-toi. Là. Mais je voyais que ce challenge-là, cette détermination-là à jouer au hockey est venue me chercher plus qu'est-ce que moi j'aurais voulu, plus qu'un enfant de 12-11 ans voulait. Là. Puis j'imagine même pas, mettons, des parents qui obligent, entre guillemets, un enfant à dire « Hey, toi, tu portes des patins à 4 ans et tu continues. Là. Tu fais pas d'autres sports. » Puis il y avait beaucoup cette genre de mentalité-là. Je sais pas si toi, tu l'as déjà vécu, mais le monde qui dit « Ah, le hockey, c'est juste ça que je veux. Puis les autres sports, je m'en fous. Ah, si tu joues pas au hockey, je m'en fous des autres sports. » Fait que, moi, dans ma génération, c'était ça. Puis même encore aujourd'hui, si je leur parle, hey, on va-tu écouter, mettons, on va-tu jouer à FIFA? Ils sont comme, non, on joue à NHL. Non, si c'est NHL. Puis je suis comme, OK, désolé, là, je voulais juste comme faire un petit game de FIFA où on peut-tu écouter les Olympiques. Ah, les Olympiques d'été, c'est de la merde, les Olympiques d'été. Nous, on veut. Genre, fait il y avait encore là cette angoisse-là d'avoir un petit syndrome de l'imposteur, du genre, hey, je pense que je veux juste m'intégrer.
Puis si je suis bon, ben, c'est gagnant pour moi. Puis si je suis pas bon, ben, j'essaie de me trouver une place puis de trouver la vite parce que sinon, des amis ou les amis que je pensais avoir ou que j'aurais voulu avoir, ben, ils n'auraient pas resté longtemps. Là. Donc, Oui, bien, c'est très intéressant, je trouve, la perspective que tu as assez unique par rapport au hockey, par rapport au sport, et surtout l'angle dans lequel tu l'amènes, comme si le hockey, c'était un passage obligé pour l'intégration au Québec, pour des gens de communautés culturelles différentes qui arrivent puis qui veulent trouver, utiliser ou faire partie du groupe. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Maintenant, est-ce que ce genre de sujet-là complexe convient au format que tu proposes? Ça, c'est une autre question. OK. Moi, je te dirais que là, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, qui est original, Ouais. c'est vraiment ton regard à toi par rapport au hockey. OK. Et la question qui me vient, c'est me demander ce que toi, tu as vécu par rapport au hockey. Est-ce que c'est partagé par d'autres? Je serais curieux de savoir justement si c'est une expérience qu'on peut généraliser. Ouais. Donc ça, cette idée-là de faire partie d'un groupe, jouer au hockey pour faire partie d'un groupe, c'est très intéressant. Ah, mais j'aime ça que tu dis ça parce que c'est vrai que je ne veux pas généraliser, mais le fait qu'on soit le fait qu'on soit au Québec, je trouve que le hockey prend beaucoup d'ampleur, que ce soit en publicité, sur les médias sociaux, que ce soit même juste à l'école, que ce soit dans les familles même. Donc, je trouve que oui, c'est vrai que je te dis que est-ce que mon point de vue peut faire comprendre ou même juste avoir libre à la discussion d'un sujet quand même assez important. Mais tu sais, dans la présentation, tu as présenté plusieurs formes de pression différentes. Ouais. Tu sais, ce que toi, tu décris que tu as vécu, c'est la relation comme le hockey comme façon d'appartenir au groupe. Puis toi, là, tu exprimes ça comme de la pression. Je comprends mieux maintenant, mais tu sais, pour moi, ça versus, mettons, la pression d'un coach, la pression à la performance, la pression économique que ça peut avoir sur des familles, la pression, la difficulté pour certains jeunes de fonctionner dans des environnements qui peuvent être exclusifs ou où tu peux vivre des phénomènes de gang, la violence. Il y a plein de choses. La pression, ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Mais moi, je pense que, tu sais, comme jouer pour appartenir, ça, c'est un angle, c'est une formulation peut-être plus précise que dans ce créneau-là en particulier. Là, je sens que toi, tu as quelque chose de particulier à dire par rapport à ça. Puis ça, c'est intéressant. Ah, OK, ouais, non, donc, tu es un personnage intéressant, puis je sens que tu pourras avoir des conversations pertinentes avec d'autres jeunes ou d'autres joueurs qui ont aussi, comme toi, peut-être, voulu participer au hockey pour rejoindre le Québec. Là, donc ça c'est intéressant. C'est une dimension sociale, politique, très, très, très pertinente. Non, merci beaucoup, merci. Puis ça me fait penser à une petite vidéo que je peux te montrer un petit extrait de Demain des hommes. Demain des hommes, c'est quoi? C'est une série de Ici-tout.tv qui a joué même à l'Extra, qui parle en fait d'une équipe de hockey. Mm-hmm. Et cette équipe de hockey-là, il vit beaucoup de choses, que ce soit au niveau pression de leurs parents, pression même sociale, pression à l'intérieur du groupe, et qu'on voit vraiment chaque personnage identifié différemment. Donc, il y a quelqu'un qui est, on peut dire, le chouchou du coach, lui qui est bon, mais on peut pas le mettre dehors même si il envoie chier tout le monde. On n'a pas le droit parce qu'il score des buts. T'sais. Ensuite, l'autre personne qui est hey, moi, les gars, il faut que j'aille faire un 9 à 5. Mais genre, la pratique est en fait, la game est à 6, puis est à 1 heure de route. Puis comme là, je vais arriver en retard. C'est comme là, fais-tu ça pour l'équipe ou tu fais ça encore pour. C'est comme moi, mais les gars, je suis obligé de rejoindre les deux bouts parce que sinon, je serai pas capable. Ou même une autre personne que. Il est correct au hockey, il est bon, mais il est juste correct. Mais son père puis sa mère le poussent. Et, hey, non, puis il y a une autre passion en tête. Fait que si jamais vous n'avez pas vu cette série-là, je vous recommande certains. Demain des hommes, moi, c'est ça qui on peut dire, mis la petite piqûre à l'oreille de faire comme, hey, genre, il y a quelque chose d'alarmant ou même il y a quelque chose pas à faire comprendre, mais à
avoir sujet de discussion. Puis je trouve qu'une série québécoise comme ça, Demain des hommes, ça apporte la discussion par rapport à ça. Donc, c'est ça. Et sinon, si on avait un peu plus mon intention de comment que je voulais filmer ça, comment que je voulais qu'on voit ça au niveau, on peut dire, en fait, de la photographie, on peut dire avec le DOP, c'est avoir des close-ups, que ce soit d'un enfant ou même, des wide shots ou juste au niveau de l'équipement, par rapport à l'enfant, c'est que est-ce qu'il s'amuse quand il fait quelque chose? Est-ce qu'il est concentré? Est-ce qu'il est un peu dans la lune, puis il est juste là parce qu'on voit que ses parents voulaient qu'il soit là ou sinon il était juste pas à l'aise aujourd'hui. Donc, à quel point que le hockey, ça le pousse à se dépasser. Puis aussi, avec, qu'est-ce que je veux dire, avec les prises rapprochées ou même des angles de long, des angles larges. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est voir aussi au niveau de l'équipement. Est-ce qu'ils ont tout l'équipement pareil? Est-ce qu'ils se déhanchent, on peut dire, d'une façon à la Connor McDavid, en guillemets, à la Sidney Crosby? Est-ce qu'ils ont des modèles à respecter? Est-ce que ils ont des guides qui sont comme ben moi, regarde, je fais mon Connor McDavid. Moi, aujourd'hui, je suis Sidney Crosby. Ou regarde, moi, mes gants, c'est les gants à 75 mais toi, tu as les gants à 20 Est-ce que tu es. Donc, la comparaison entre la même équipe, mais avec deux modes de vie différents. Je trouve que ça, au niveau de la réalisation, ça pourrait être, en fait, au niveau de la directeur ou même directrice photo, ça pourrait être vraiment intéressant par rapport à ça. Oui, mais tu vois là encore en termes de qu'est-ce que tu soulèves comme élément d'observation par rapport au contenu, tu ratisses large, large, large. Là. C'est comme ça, c'est tout ce qu'on pourrait potentiellement observer là-dedans. Oui, 100%. Puis visuellement, il va apparaître plein de choses, mais ce qui va faire la richesse de ce que tu vas faire dans ce domaine-là, c'est de trouver des personnages, des jeunes en particulier, qui sont attachants, qui vont te parler, puis avec qui tu vas pouvoir partager quelque chose. Ouais. Puis qui vont aussi, à qui tu as quelque chose à offrir en retour. J'ai l'impression que toi, tu as eu un vécu qui est intéressant. Puis moi, je t'inviterais à te poser la question, si tu avais à vivre cette incursion dans ce monde-là comme une intervention sociale, si tu avais envie d'avoir un impact positif sur la vie de ces jeunes-là, à qui tu pourrais comme peut-être accompagner pour les guider à travers les difficultés que toi, tu as ressenties par rapport à ce sport-là. Fait que d'aller à la rencontre de gens qui c'est ça, tout va être dans le casting, là, donc peut-être des jeunes qui, comme toi, ont exigé, ont voulu faire ça et puis qui ressentent cette pression-là. Fait que peut-être des gens qui sont sur la glace, mais peut-être aussi des jeunes qui voudraient, puis des jeunes qui sont dans l'assistance, qui sont à l'aréna, puis qui voudraient jouer eux aussi, mais qui ne peuvent pas. Ça se passe peut-être pas tout sur la glace, cette affaire-là. C'est vrai. C'est vrai, puis j'avais même pas pensé, c'est vrai. C'est tellement vrai que ça se passe pas tout sur la glace. Puis on dirait que j'ai oublié ça. Mais tu sais, à l'école, dans une école, je sais pas, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est là où je te disais que ton identité comme réalisateur est importante dans qu'est-ce que tu vas choisir de faire. Tu sais, si tu trouves un angle un peu plus précis pour ton incursion dans ce domaine-là, qui est à l'image de ton vécu, tu vas connecter avec des gens. Tu vas non seulement être pertinent dans leur démarche, mais là, on va le sentir aussi à l'écran qu'il se passe de quoi dans vos vies. C'est ça, peut-être que à ce moment-là, tu pourras être à l'écran ou pas, mais je veux dire, on va sentir ta bienveillance par rapport à ce qu'ils vivent en particulier. Parce que, mettons, d'aller voir un jeune lambda qui joue au hockey puis de lui demander des affaires comme par rapport à sa condition économique, d'entrer dans une famille puis leur dire « mais là, ça coûte cher ». C'est comme des fois, c'est des questions. Je suis pas sûr que tu vas toujours avoir autant d'ouverture. Les gens, ils vont dire comme pourquoi ils te feraient confiance à toi ou pourquoi ils s'ouvriraient dans leur vie personnelle, familiale, leurs enjeux, leurs difficultés. Parce que des fois, c'est effectivement, les familles ils peuvent faire des gros sacrifices pour faire ça. Des fois, ils en sont très fiers, mais en même temps, des fois, c'est pas nécessairement. Il faut que tu aies la collaboration de ces gens-là. Fait que moi, ce que tu m'as raconté à moi sur ce que tu as vécu comme jeune hockeyeur, c'est ça qui va faire la différence dans ton pitch
trouver des personnages qui te parlent puis pour qui ils vont avoir l'impression de trouver en toi quelqu'un qui les comprend. Ah, Tu sais? ouais. Fait que puis ça, moi, je pense que c'est un milieu très intéressant. Après ça, il y a une question de format. Tu sais, là, tu parlais de 3 épisodes de 8 minutes. Moi, ce que tu soulèves, je trouve que c'est des questions qui méritent un traitement plus large. OK. Si tu veux vraiment parler de l'aspect pression sociale, tu sais, en même temps, si tu veux plutôt faire des capsules de 8 minutes dans le milieu du hockey et puis que peut-être que le concept de la pression sociale, c'est pas tant ça l'important ou ça pourrait venir plus tard, ben, tu sais, des portraits de jeunes hockeyeurs, Ben oui. Ah, ouais. ça a quelque chose de moins ambitieux peut-être. Parce que c'est tellement large, la pression, on peut la ressentir de n'importe quelle façon. Fait que j'avoue que si c'est des portraits de chaque façon, ben, en fait, de pression de eux-mêmes qui vivent, c'est là que ça pourrait être un peu plus... Ben, c'est parce qu'il faut que tu donnes la chance à tes personnages d'exprimer leur réalité. Ouais. Fait que, tu sais, si c'est pas des jeunes qui ont vécu le même type de pression que toi, mais ça va être difficile de mettre tout ça tout sur le même chapeau. T'sais. Tandis que chaque joueur va avoir, chaque personnage qui va accepter de collaborer avec toi, chaque contact que tu vas avoir avec un jeune, ben ça va avoir quelque chose d'un peu unique puis de différent. T'sais. Fait que de vouloir déjà toutes les mettre sous le chapeau de la pression sociale, ben c'est comme de prédéterminer qu'est-ce que ces jeunes-là vont te dire. T'sais. Tandis que si tu pars à la recherche puis que tu veux faire des portraits de jeunes qui jouent au hockey, mais issus qui arrivent avec chacun leur angle, avec la diversité des points de vue que ça peut se poser, bien là, au moins, tu te donnes un peu plus de liberté pour pouvoir exploiter et être à l'écoute de leur réalité. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a un jeune que tu vas rencontrer qui va dire, ben moi, l'enjeu principal dans ma pratique du hockey, c'est le fait que ça coûte cher. Moi, l'élément central, c'est que j'ai pas la collaboration de mes parents. Moi, c'est parce que je sens que j'ai besoin d'appartenir. Moi, je sens... Donc, chaque jeune va un peu te donner ses affaires, mais ça va prendre du temps là, avec vrai. Chacun de ces jeunes-là avant que toi-même tu puisses comprendre il est où le bobo. Là, parce que ça peut être des petits portraits cute de jeunes joueurs, mais en même temps, ce que je sens qui est un peu ton désir ultimement, c'est de faire ressortir que derrière le lustre du hockey, bien, chaque personne qui pratique ça peut vivre des difficultés ou c'est pas évident nécessairement de se donner. Tout ça fait que il y a tout ce type de problématiques-là qui... Mais c'est ça. Moi, je pense que pars à la recherche de jeunes qui ont envie de collaborer avec toi, puis ça va émerger là, comme tout seul qu'est-ce qu'ils ont en commun. Puis oui, des petites capsules de 8 minutes, ça peut être intéressant, mais des discussions plus comme de faire le lien entre le hockey puis la politique, l'appartenance, l'immigration, des gens. Ça, c'est intéressant, mais ça, c'est pas des capsules de 8 minutes. Ça, c'est un documentaire long-métrage, c'est une série télé aussi. C'est... Par exemple, il y a des très belles séries qui ont été faites, mettons, dans les écoles récemment, où on suit les jeunes sur une année scolaire complète. C'est des belles observations. Ça, c'est riche comme milieu. T'sais. On pourrait imaginer que tu suis une équipe de hockey sur une saison, puis que tu nous présentes différents joueurs qui vivent chacune des problématiques différentes, puis qu'on les voit évoluer, puis on les voit se révéler. T'sais, ça peut mener à des... Là, le public serait capable de non seulement se faire dire « Regarde, ce jeune ressent de la pression. » Maintenant, j'ai regardé des jeunes vivre, exister avec leurs problématiques. Je me suis attaché à eux et j'ai ressenti avec eux la pression. Il y aurait place à la discussion plus qu'un petit 8 minutes de entasser. Bien, certainement. Puis surtout, c'est ça, je te dirais, ce qui rend un projet intéressant et unique, c'est quand on réussit à ressentir ce que les personnages vivent. Il ne suffit pas de se le faire dire. En 8 minutes, là, tu vas nous présenter le personnage. Peut-être que tu vas nous dire où se situe l'enjeu. On va trouver le personnage attachant ou pas, puis ça va être terminé. Ça va être fini. Fait que on ne peut pas vraiment comme aller dans grande profondeur sur ces difficultés parce qu'on apprend à le connaître en 8 minutes. Fait que moi, je pense que c'est des capsules, ça peut être des magnifiques portraits. C'est intéressant. Ça se consomme bien, mais... une capsule, moi, j'ai pas l'impression de vouloir... Je veux pas que tu me fasses réfléchir. J'ai envie d'être ému et touché par des personnages
qui ont l'air à faire leur sport avec passion. Puis quitte à ce que vers la fin, à un moment donné, là, il y a une ombre au tableau. Là, comme, oui, il peut bien avoir une petite difficulté, mais dans les faits, à chaque joueur sa difficulté, puis pourquoi se limiter d'emblée? Ouais. Parce que, tu sais, la pression sociale, c'est pas quelque chose qui va se dégager ultimement de tout ça. Fait que pourquoi s'encarcaner dans ce concept-là au départ? Tu sais, pour moi, hockey ou rien, ça peut vouloir dire aussi comme passion du hockey. Tu sais, donc, des portraits de jeunes passionnés duquel que chacun nous donne à comprendre peut-être éventuellement, puis ça, c'est comme tant mieux si ça fait ça, mais qu'il y a des difficultés individuelles, des sacrifices. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Oh, wow. Mais les autres éléments de concept que tu évoques, pour moi, ça, c'est des affaires plus larges. Ça prend comme un traitement plus documentaire. Puis là, la question, ça devient, est-ce qu'on fait ça en mode observation? C'est-à-dire, est-ce que on regarde ces jeunes-là évoluer dans un ou dans plusieurs milieux, puis on laisse le spectateur comme faire sa propre idée de qu'est-ce qui se passe, ou est-ce qu'on l'accompagne, est-ce qu'on fait des entrevues, est-ce qu'on discute ça plus en mode, justement, entrevue, discussion de spécialistes, un peu en mode série télé. Ouais. Bien, ça, après ça, c'est des concepts complètement différents. Les deux approches se valent, mais ils n'ont pas nécessairement le même résultat. Ouais. Oh, wow. Ben, c'est ça. Mais écoute, c'est un magnifique milieu, puis je suis heureux de voir que le concept, l'univers dans lequel tu veux aller, c'est un univers pour lequel tu as une expertise. Ouais. Tu arrives là avec quelque chose à apporter. Fait que moi, je pense que tant que tu te concentres sur qu'est-ce que toi t'amènes à ce milieu-là, ben ton intervention dans ce milieu-là, elle va être positive. Puis si ton intervention est positive, ben le contenu va être pertinent. Ouais, pertinent, ouais. C'est ça. Fait que c'est ça, je te dirais, la clé. Ah, c'est tellement beau qu'est-ce que tu dis parce que c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux amener à moi-même réfléchir sur les enjeux, qu'est-ce que je peux apporter au monde ou même comment on peut même réfléchir. Puis avec la première capsule, ça serait de hockey ou rien, ça serait une petite fille du nom de Zoé qui joue dans une équipe de garçons. C'est une des seules filles de son équipe. Dans le fond, ils sont deux. Puis Zoé, elle veut jouer à tout prix au hockey, mais elle s'en fout là, que ça soit dans une équipe de garçons. Puis, tu sais, elle veut juste jouer au hockey parce qu'elle aime ça, le hockey. Pour elle, ça y importe un peu. Elle a vécu, oui, de la discrimination par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je la trouve quand même assez courageuse, c'est qu'elle continue pareil, même encore en 2025. Donc, elle continue pareil de dire « Hey, regarde, moi, là, j'ai une passion en tête. » Puis ça revient à ce que tu dis, ça peut être vraiment ça. Hockey ou rien, la passion, parce que ça va au-delà de la pression sociale. Ça va au-delà de dire « Hey, tu vas jamais y arriver » ou « Hey, t'es pas bonne » ou « Hey, t'es pas bon » ou « Hey, t'as pas assez d'argent. » Mais tu te forces tellement ou tu fais tellement de sacrifices pour une passion commune au Québec que c'est là que je pense... En fait, j'en suis sûr que, comment tu le dis, de hockey ou rien, la passion, ça a sa place, ça a son mot. On dirait que dans ma tête, ça a vraiment une identité vraiment autre que qu'est-ce que je pensais au début de hockey ou rien, la pression sociale. Parce que c'est vrai que la pression sociale, ça vient d'un peu... Ça vient instinctivement. Tu recherches pas la pression sociale, tu le ressens, la pression sociale. Donc, des jeunes passionnés qui, tu sais, envers et contre tous, exigent de jouer au hockey, puis ils vont... puis qui croient à leur affaire, ben ça peut prendre toutes sortes de formes. Là, ça semble intéressant, ce personnage, une jeune fille qui va, tu sais, au-delà de... qui décide de participer dans des équipes de gars, même s'il n'y a pas d'équipe de filles disponible, j'imagine, dans son milieu. Qui croit assez à son rêve pour aller à contre-courant, bien, ça, c'est intéressant. Mais est-ce qu'elle ressent vraiment de la pression sociale? Elle est de quelle nature? Le prochain personnage que tu auras, est-ce que ça sera de la même source? T'sais? Non, c'est ça. Ça a été deux angles différents parce que c'est ça. Avec elle, je sais qu'elle ne vit pas de pression. Ben, pas qu'elle ne vit pas de pression, mais et comme moi, je m'en fous. Elle dit, je me sens indifférente. Fait que je peux pas y mettre dans la bouche. Je peux pas y dire, hey, il faut que tu dises que tu vis la pression. Il faut que tu le dises. Là. Je suis qui, moi, Guillaume Langlais, de genre 25 ans, de dire, hey, là, tu vas me dire ça, tu vis de la pression, parce que le mot que je peux entendre, moi, c'est pression sociale. Non, elle n'en vit pas. Mais comment elle réagit par rapport à ça? Puis je pense que là, c'est les téléspectateurs qui vont arriver pour leur dire, comme quoi, que, OK,
je pense que la pression qu'elle ne vit pas, elle n'est peut-être pas encore compris. Ou ils vont faire leur propre idée de pression sociale, selon moi. Ou, je veux pas généraliser, mais je pense qu'ils vont avoir leur propre idéologie de genre, oh, ben peut-être que Zoé est jeune, elle va comprendre ça plus tard. Tu sais, ils vont avoir place à la discussion par rapport à ça, à place de leur garocher ça dans la bouche, puis selon moi, puis peut-être tu peux rentrer là-dessus, de leur donner la réponse pour dire au début, hey, elle va vivre la pression, OK, la gang, hey, regardez, Ben, elle va c'est que vivre. tu es là pour les écouter. C'est ça. Tu sais, puis il y a plein de gens autour aussi de tes personnages qui vont avoir un point de vue. Tu sais, je veux dire, toi, tu te mets, tu t'en vas là, tu trouves cette joueuse-là, cette jeune-là extraordinaire, tu t'intéresses à elle, tu partages des moments avec sa famille, son milieu, son coach, sa famille, son père, sa mère, l'environnement, puis tu dis, hey, c'est le fun ce qu'elle vit, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Puis s'il y a de l'inquiétude à y avoir, ben les enjeux vont sortir d'eux-mêmes. Tu assis-toi avec leurs parents, puis les parents vont dire, ouais, au début, on n'était pas sûr, on s'inquiétait de si elle allait faire ça, puis finalement, ben on y croit. Puis là, ben C'est il ça, va y avoir une richesse dans le milieu qui va juste jaillir. Ouais. Fait que si tu arrives avec des attentes trop claires ou une liste de questions, Ouais. ben tu vas passer à côté de la richesse qui est là. Tu sais? C'est tellement bon. Fait que c'est OK ou rien que je te présentais. Toi, est-ce que, au final, oui ou non, est-ce que tu penses que ce serait un concept qui pourrait marcher au Québec? OK ou rien? Écoute, tu l'as dit toi-même, le hockey, c'est important au Québec. Ça a été pour toi un vecteur d'intégration, fait que ça intéresse le public en général. Des jeunes, c'est toujours des beaux personnages. Tu es dans un milieu hautement visuel et sonore intéressant, donc tu as tout ce qu'il faut comme matière pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, oui, ça a beaucoup de potentiel. Après ça, ben, c'est de réussir à bien identifier l'angle de traitement C'est ça. pour que ça convienne au type de format dans lequel tu t'en vas. Puis ne pas donner, ne pas remplir ces portraits-là de jeunes de trop d'informations Ouais. périphériques pour essayer de les faire fitter dans une grille d'analyse que tu t'es donnée, puis les laisser parler, puis les laisser être ce qu'ils ont envie d'être. Puis de pas nécessairement, des fois, c'est juste une question de changer un peu le titre ou de changer l'angle, puis de les laisser s'exprimer, puis de leur donner la place pour qu'on les trouve quoi. Qu'est-ce qu'on veut au final? On veut les trouver inspirants, beaux, intéressants. On veut peut-être un peu s'inquiéter de leur avenir, tant mieux, mais peut-être pas nécessairement. Puis au final, bien, peut-être que ces rencontres-là que tu feras sur des portraits bien, te donnera envie, à un moment donné, de pousser la démarche un peu plus loin, puis de faire des liens entre tout ça. Puis là, ben, ces liens-là qui vont émerger, ils vont te donner une vision plus large. Puis là, tu auras peut-être quelque chose à dire sur la pression sociale, le milieu de hockey. Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça aide vraiment l'intégration, surtout des communautés culturelles? Est-ce que ça continue d'être un vecteur? Parce que moi, tu me parles de ta réalité à toi, de peut-être il y a 10-15 ans, sur le rôle qu'aurait pu jouer le hockey dans ton... Mais je regarde aujourd'hui, il y a plein d'autres sports. Puis je te dirais que la dynamique inverse existe certainement. Là, tu disais le soccer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Québécois qui veulent aller jouer au soccer pour être comme, pour appartenir à d'autres groupes. Ouais. Fait que ça va dans tous les sens. Ça. C'est peut-être vrai dans plus qu'un sport d'équipe. OK, c'est ça. Fait que Fait il y aurait matière à peut-être hockey ou rien, soccer ou rien, volleyball. Genre, il y aurait peut-être matière à peut-être jouer avec les deux bouts que, oui, je pourrais me concentrer avec le hockey, mais si jamais pour la saison 2 ou si jamais il y a une autre idée qui exploite mes pensées. Je te dirais, le rôle des sports d'équipe dans l'intégration culturelle puis l'appartenance au groupe, c'est une belle question. Ouais, OK. Ça sert certainement. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup pour le podcast d'aujourd'hui, François Pourret. Merci encore infiniment. C'était vraiment cool. J'ai vraiment eu du fun avec toi. Puis au plaisir de te revoir. As-tu des projets en ce moment qui arrivent ou des projets, là, je suis en montage sur des documentaires. Je continue d'enseigner à l'UQAM à la prochaine génération de créateurs. Et puis, voilà. Parfait. Ben, merci François. Merci. Zero